sur le climat, travaille sur des projections. Il a calculé avec différents modèles qu'est-ce que cela donne si on continue à émettre des gaz à effet de serre comme maintenant. Et ce que ça donne, eh bien, c'est finalement une montée de l'eau qui pourrait atteindre 1 mètre. Il pourrait y avoir d'autres effets, mais par exemple, cette montée de 1 mètre, eh bien, c'est une personne sur 10 dans le monde qui est impactée, soit parce qu'elle vit à ce niveau près des mers, soit parce qu'elle dépend d'une agriculture qui va être touchée par la montée des eaux, ou par le fait que des eaux salées vont rentrer au niveau des fleuves. Donc plusieurs centaines de millions de personnes qui vont se déplacer parce qu'elles ne pourront plus rester là où elles habitent. Une baisse de la production des céréales due au changement climatique, aux sécheresses, etc. Une baisse de l'accès à l'eau potable. Moins de poissons également, puisqu'on va avoir une acidification des océans. Vous pouvez imaginer qu'on va vers un monde où on aura beaucoup plus de conflits très violents. Et donc c'est ça qu'on veut éviter, et le GIEC nous dit on peut encore le faire, il y a encore des scénarios où on peut rester bien en deçà de 2 degrés. Et c'était l'un des enjeux de cette COP 21, d'essayer de rester sous ces 2 degrés. Alors comment, quand on veut agir contre le climat, au niveau international, finalement la question qu'on se pose souvent en premier, mais c'est la faute à qui en fait? Qui sont les responsables de ce changement climatique? Et la question, elle n'est pas si simple, parce que souvent on entend dans les médias, etc., c'est la Chine. C'est la Chine qui est le plus gros émetteur. Et c'est vrai que si on regarde maintenant qui est le pays qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est la Chine, suivi par les États-Unis, l'Union européenne, etc. C'est une manière de voir les choses. Mais on peut aussi regarder d'une autre manière. On peut regarder les émissions par habitant, par exemple, puisque la Chine est un très grand pays, mais finalement ce qui compte, c'est combien chacun émet. Et si on regarde par habitant, alors la Chine, elle émet encore beaucoup moins qu'un Américain. Et un Indien, vraiment, vraiment très, très peu. Donc les Indiens ont encore beaucoup de marge. Les Chinois, il faudrait qu'ils freinent quand même rapidement. Et les Américains, il faudrait qu'ils baissent vraiment de manière importante et rapide. Il y a encore une autre manière de regarder les choses, c'est les émissions historiques. Combien chaque pays a émis de gaz à effet de serre depuis le début de l'ère industrielle? Et là, on voit que les pays occidentaux, ça fait des années, des décennies qu'on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc il y a une responsabilité qui est plus forte dans le changement climatique que les pays comme la Chine, qui émettent beaucoup maintenant, mais depuis peu d'années. Donc finalement, ils ont moins accumulé de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis, il y a encore un quatrième point de vue qu'on peut avoir, c'est les émissions non pas du territoire, mais les émissions liées à ce que l'on consomme. En France, si on regarde les émissions du territoire, on voit qu'elles ont baissé ces dernières années. On est plutôt dans les objectifs de réduction qu'on s'est fixés. Par contre, si on regarde les émissions liées à nos consommations, donc on regarde les importations qui viennent d'autres pays, alors on voit que nos émissions n'ont pas vraiment baissé, elles stagnent. Et donc finalement, on a parfois externalisé des industries qui vont aller émettre ailleurs. On sait qu'une partie des émissions de la Chine, c'est finalement pour des exportations pour d'autres pays. Donc voilà, tout ça pour dire que à cause de qui n'est pas une question si simple que ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la COP? La COP, elle faisait suite à plusieurs autres exercices du même type, réunion de tous ces pays, pour parler du climat. Et, ça a commencé en 92 avec la création de cette convention sur le climat. Et en 97, il y a eu le protocole de Kyoto, où les pays industrialisés, les pays développés, ont eu des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à 2012, de 2008 à 2012, et donc c'était une première étape, plus ou moins suivie, ratifiée, pas ratifiée, etc. Ça a plutôt marché, mais probablement aussi en lien avec la crise économique. Et puis en 2009, puisque le protocole de Kyoto, ça allait jusqu'à 2012, en 2009 à Copenhague, il y a eu une nouvelle COP, conférence sur le climat, donc il y en a une tous les ans, cette COP 21 c'était la 21e. Il y a une COP à Copenhague qui était censée préparer l'accord d'après 2012. Et là, échec, impossible de se mettre d'accord, et donc on n'a pas eu réellement de suite au protocole de Kyoto. 2 ans plus tard, à Durban, des discussions où on se met d'accord sur la création d'un fonds vert, donc pour financer les pays impactés par les changements climatiques, mais toujours pas d'accord sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc la démarche pour Paris a été différente. Elle a été différente parce que certains États refusent des obligations, et elle a été différente parce qu'on est dans un monde où maintenant
Il y a plus d'un côté les pays développés, d'un autre côté les pays en développement. On voit qu'il y a quand même des nuances. On ne peut pas tout à fait comparer un pays émergent comme la Chine avec un pays très pauvre, certains pays africains. Donc c'est beaucoup plus nuancé. C'était difficile de faire un seul ou deux paquets. Il n'était pas très très cohérent. Donc finalement, ce qui a été proposé, c'est que chaque pays envoie une contribution volontaire. Chaque pays était invité à dire voilà ce que je vais faire moi dans mon pays pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Et donc les pays ont envoyé leur contribution. Et ensuite, il y a eu cette discussion pendant 2 semaines au Bourget pour voir ce qu'on allait faire de ces contributions et comment on allait avancer sur cette question du changement climatique. Côté ONG, nous, on avait 4 points de vigilance importants. D'une part, le fait qu'il y ait des engagements nationaux qui soient à la hauteur, donc des engagements des pays, pour rester bien en deçà de 10 degrés. On souhaitait également qu'il y ait des engagements sur certains secteurs d'activité. Les transports internationaux ne sont pas pris en compte dans ce type d'accord. On voulait vraiment également que les transports internationaux soient intégrés. On voulait des financements. On sait qu'il y a des financements qui ont déjà été promis, mais qui n'arrivent pas forcément. Je reviendrai après dessus, donc c'était une des demandes. Et puis une répartition équitable des efforts entre pays, puisqu'on sait que dans les contributions qui ont été envoyées par les pays, certains proposent des choses ambitieuses, par exemple le Costa Rica, d'autres c'est plutôt moyen, l'Union européenne, voilà, on peut mieux faire, et puis d'autres avaient franchement pas fait un gros effort, comme la Russie, le Canada, l'Australie, qui avaient fait une copie très très moyenne. Qu'est-ce qu'on a obtenu donc à Paris? Alors on entend les deux, on entend un accord historique, et puis on entend c'est nul. Et bien en fait c'est les deux, et c'est là où c'est un peu compliqué à comprendre. C'est que c'est historique dans le sens où c'est probablement le maximum de ce qu'on pouvait obtenir à 195 États qui doivent décider au consensus. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'un pays lève la main au dernier moment en disant « non, je ne suis pas d'accord » et il n'y avait pas d'accord. Donc forcément, quand vous avez des pays producteurs de pétrole, de gaz ou de charbon qui disent « je ne veux pas voir le mot énergie fossile dans l'accord », il n'y a pas le mot énergie fossile. Forcément, quand vous avez des pays riches qui ne veulent pas mettre davantage la main à la poche, pour aider les pays en développement ou impactés par les changements climatiques, eh bien, il n'y a pas de choses très ambitieuses à ce niveau-là. Donc, on a un accord qui est finalement l'accord plancher, mais effectivement, c'était probablement l'accord maximum qu'on pouvait obtenir dans ce type d'organisation. Alors, ce qui est positif, c'est l'ambition. L'ambition qui est décrite, qui est de rester bien en deçà des 2 degrés, et si possible, de rester à la limite des 1,5 degré. C'est pas un détail parce qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, il y a quand même des États insulaires dans le Pacifique qui se retrouvent les pieds dans l'eau et donc des gens qui sont obligés de quitter leur lieu de vie. Et donc voilà, c'est vraiment important de rester sous cette barre des 1,5 degré. Par contre, dans cet accord, il n'y a rien pour dire on veut sortir des énergies fossiles. Pas d'accord entre les pays pour ça. Il n'y a rien pour dire la solution c'est le 100% énergie renouvelable. Pareil, donc le cap sur comment on fait n'a pas été précisé. La seule chose qui est dite, c'est qu'on veut arriver dès que possible, aussi précis que ça, à un pic des émissions mondiales. C'est-à-dire qu'on souhaite que dès que possible, les émissions qui continuent d'augmenter, elles plafonnent pour redescendre. Et il est indiqué également que dans la deuxième moitié du siècle, il va falloir arriver à un équilibre entre les émissions émises, donc nos combustions d'énergie fossile, et les puits de carbone, c'est-à-dire l'absorption de ce carbone par la végétation, le plancton, etc. Donc c'est pas non plus forcément extrêmement précis ni très ambitieux. Donc le problème avec cet accord, c'est que la question c'est comment on fait pour rester sous ces 2 degrés, voire à 1,5 degré, ce qui est l'objectif. Et bien cet accord, il s'appuie sur ces contributions des États. Or, on l'a vu, les contributions des États, si on les additionne, on arrive quasiment à 3 degrés. Et encore, ça, c'est si les États tiennent leurs engagements. Pour l'instant, on n'a pas la certitude que ça sera le cas. Alors, vous allez me dire, ils s'en sont aperçus quand même qu'il y avait un écart entre ce qu'ils mettaient dans l'accord et puis la somme des contributions qu'ils avaient faites, et ils vont se remettre autour d'une table et essayer de revoir ça. Oui, ils vont le revoir en 2025. C'est-à-dire qu'il y a un bilan qui va être fait en 2023, et en 2025, ils vont devoir faire une contribution supérieure. Donc c'est quand même très tardif. Alors là-dessus, nous, on va beaucoup pousser pour que certains États, en tout cas,
dont la France, puisque nous, notre travail à nous, c'est de travailler sur le gouvernement français, dans le Climate Action Network au niveau international. Évidemment, chacun travaille sur son gouvernement. Il y a donc cette révision, par contre, qui est un point positif, tous les 5 ans. Donc à partir de 2025, on est obligé de réviser ces contributions, et c'est forcément à la hausse. On ne peut pas réduire ce que l'on a dit qu'on allait faire. Et il y a quand même aussi dans ces contributions la question de l'équité, c'est ce que je vous disais, puisque comme chaque pays a fait la contribution qu'il avait envie de faire, il n'y avait pas de juge-arbitre pour dire toi tu devrais faire un peu plus, toi c'est bien. Donc voilà, on n'est pas, il y a quand même une question d'équité qui est ouverte. Le transport international a été complètement oublié de l'accord, donc on n'en parle pas. Sur les financements, on a réaffirmé le fait qu'il y aurait 100 milliards de dollars des pays développés vers les pays en voie de développement et impactés par les changements climatiques. C'était un engagement qui avait déjà été pris à Copenhague, donc c'est un petit peu quand même du réchauffé, c'est bien de le redire. Certains pays ont fait des annonces en disant voilà, moi je vais mettre tant, je vais mettre tant. La mairie de Paris a même dit qu'elle allait mettre de l'argent, donc il y a quand même une dynamique. Il y a toujours des questions sur c'est quoi ces fonds. Est-ce que c'est des prêts ou est-ce que c'est du don? C'est quand même des choses différentes. Est-ce que c'est vraiment de l'argent en plus ou est-ce que c'est de l'aide au développement qu'on va un peu verdir en disant mais finalement c'est pour le climat? Donc voilà, les règles n'ont pas été vraiment définies. Et un point positif quand même là-dessus, c'est que ce montant de 100 milliards, c'est un montant plancher pour 2020 qui devrait être revu à la hausse en 2025. Donc ça ne peut pas en tout cas réduire ensuite. Et puis ce qu'on demandait, nous, c'est qu'au moins 35% de ces fonds aillent pour l'adaptation, c'est-à-dire pour aider les pays impactés par les changements climatiques à aider les gens à reconstruire des logements dans des zones qui ne seront pas impactées, changer l'agriculture, revoir leurs infrastructures. Et tout ça, il n'y a pas de fléchage, et donc on a peur que l'argent aille plutôt vers l'atténuation, donc la baisse des émissions, qui est bien aussi, mais qui est plus facile à financer, parce qu'il y a des entreprises qui vont financer les énergies renouvelables ou autres. C'est plus facile à financer que de reconstruire des logements à d'autres endroits. Et dernier point sur la question des financements, il y a sur les pertes et préjudices, donc les associations et les pays en développement impactés par le changement climatique disaient nous on veut une compensation puisqu'on est impacté, on a des dommages dans nos pays à cause des changements climatiques, il faut qu'il y ait une compensation financière et ça il n'y a évidemment pas eu d'accord là-dessus. Les suites, c'est une ratification de cet accord de Paris qui va être proposé aux États entre avril 2016 et avril 2017. Il faut qu'au moins 55 États le ratifient pour qu'il entre en vigueur. J'imagine que ça sera le cas. Alors pour terminer sur un côté un petit peu plus optimiste quand même, parce que bon voilà, cet accord il n'est pas complètement à la hauteur, mais il faut quand même se dire que c'est un accord plancher. Donc c'est un point de départ sur lequel il va falloir s'appuyer, nous, associations, pour essayer de pousser pour aller plus loin. Notamment au niveau de chaque État, puisque chaque État peut faire bien évidemment plus que ce qu'il s'est engagé à faire dans l'accord de Paris. C'est également quelque chose, la COP21, qui a permis une prise de conscience très très large du climat. En tout cas, en France, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, et je pense que si vous en avez parlé autour de vous, tout le monde a entendu le terme COP21, climat, et donc c'est quand même des sujets qui ont donné lieu à des discussions et qui ont progressé probablement dans la prise de conscience. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quasiment tous les pays ont envoyé une contribution volontaire alors qu'ils n'étaient pas obligés. Parce qu'on parle souvent accord contraignant ou pas contraignant. En fait, là, c'était pas contraignant d'envoyer une contribution. Et pourtant, ils l'ont quasiment tous fait parce que finalement, ce qui comptait à la fin, c'est le regard des pairs. Si les autres pays ont envoyé, finalement, on devient vraiment le vilain petit canard si on ne le fait pas. Et il y a donc très très peu de pays qui ne l'ont pas fait. Donc on peut s'imaginer que pour la suite du processus, ce regard des pairs va aussi jouer, même s'il n'y a pas une contrainte très forte. Et puis l'autre côté très positif, c'est la mobilisation de tous les acteurs de la société civile. Il y a eu beaucoup d'événements, ici à Montreuil, il y avait ce village mondial des alternatives qui était fantastique. Il y a eu la coalition Climat 21 avec 130 organisations. Il y a aussi des entreprises qui se sont énormément mobilisées, des collectivités. Et maintenant, ce que dit aussi l'ONU, c'est que 70% des actions de lutte contre le changement climatique, elles doivent se faire au niveau local. C'est bien au niveau local qu'on doit agir sur les transports, sur la rénovation du bâtiment, sur le développement des énergies renouvelables.
Et dans ces domaines-là, c'est vrai qu'on voit quand même un développement des coopératives d'énergie citoyenne, de l'investissement citoyen dans les énergies renouvelables. Et donc, c'est des choses qui donnent de l'espoir et des collectivités aussi qui s'engagent. Et donc, ça, c'est aussi des sujets sur lesquels on peut essayer d'avoir de l'optimisme et pousser pour que ça avance encore plus vite. Merci.